Pendant 5 ans, cet homme a prononcé le même mot plus que presque n'importe quel autre. Ne vendez jamais, nous ne sommes pas des vendeurs. Vendez un rein si vous devez, mais gardez le Bitcoin. Il a bâti un empire sur ce mot. Pas sur un logiciel, pas même sur le Bitcoin, mais sur la promesse qu'il ne lâcherait jamais prise. Les gens lui ont confié des milliards parce qu'ils y croyaient. Ils ont payé plus cher pour son entreprise que la valeur du Bitcoin qu'elle détenait, juste pour parier sur un homme qui disait qu'il tiendrait la ligne pour toujours. Et puis un dépôt, long de 6 lignes, a brisé cette promesse en deux. Il avait vendu 32 pièces sur plus de 800 000. 2,5 millions de dollars contre un tas de 60 milliards de dollars. Une erreur d'arrondi. Et cela a allumé la mèche d'une vente massive qui a effacé plus de 100 milliards de dollars du marché en 2 semaines. À ce moment-là, le Bitcoin était déjà en train de baisser avant qu'il ne vende. Le marché était déjà nerveux, ces 32 pièces n'ont pas provoqué la chute à elles seules, mais elles ont brisé quelque chose qu'un bilan ne peut pas mesurer. Et pour comprendre quoi, il faut comprendre l'homme qui a fait la promesse. Tout commence étrangement avec un cœur qui ne lui permettait pas de voler. Tout commence en 1965. Michael Saylor naît fils d'un sergent de l'armée de l'air, élevé sur une carte mouvante de base. La vie militaire lui enseigne une idée à laquelle il ne renoncera jamais. Un homme ne vaut que par sa parole. Une promesse est une sorte de monnaie. Il obtient une bourse pour le MIT et il n'a qu'un seul plan, pas les affaires, mais le cockpit. Il termine sa formation, il obtient son grade, il va devenir pilote. Et puis, lors d'un examen médical de routine, on découvre un souffle, une légère irrégularité dans le rythme de son propre cœur. C'est suffisant. L'armée de l'air le cloue au sol. La seule chose pour laquelle il s'était entraîné toute sa vie s'envole, emporté par une faille qu'il ne voyait pas et qu'il n'a pas choisie. Son propre corps l'a trahi. Et voici ce qui va définir le reste de sa vie jusqu'à ce dépôt en 26. À partir de ce moment, Michael Saylor ne poursuit qu'une seule chose, quelque chose qui ne le décevra jamais comme son propre cœur vient de le faire. Il consacre toute son énergie au logiciel. En 1989, il fonde une entreprise sur une idée. La vérité sur ce qu'une société doit faire ensuite est enfouie dans ses données. Il construit les machines qui les analysent et il appelle son entreprise MicroStrategy. McDonald's signe avec lui pour découvrir quelles promotions permettent réellement de vendre des burgers. Le chiffre d'affaires double chaque année. En 1998, il introduit l'entreprise en bourse et la folie des dot-com s'enchaîne. L'action double dès le premier jour et continue de grimper. Ce n'est pas un succès sur le papier, c'est du concret. Une entreprise que tout le monde veut posséder, dirigée par un homme dont la presse ne se lasse pas. À son apogée, sa participation vaut environ 13 milliards de dollars. À 35 ans, il est l'homme le plus riche de Washington et l'un des fondateurs les plus commentés du pays. Le garçon incapable de voler a grimpé plus haut qu'aucun cockpit ne l'aurait permis. Sur une fortune qui, il s'avère, est bâtie sur la seule chose en laquelle il a le moins confiance au monde, une promesse, et en mars 2000, en un seul après-midi, tout s'effondre. Le 20 mars 2000, juste après 4 heures, le beeper de Saylor vibre. C'est une alerte automatique provenant du service boursier de sa propre entreprise. Il indique 6 milliards en une journée, l'une des plus grandes pertes en une seule journée qu'un être humain ait jamais subi. Ce matin-là, son entreprise a admis que ses bénéfices étaient erronés. Comptabilisés trop tôt, les chiffres qui avaient construit la fortune n'étaient pas fiables. L'action a chuté de 62% en une séance, et c'est son entreprise que tout le marché a désigné en premier lorsque la bulle Internet a commencé à éclater. Puis, les régulateurs sont arrivés. La SEC l'a accusé de fraude, l'accusant d'avoir exagéré précisément les chiffres qui avaient construit la fortune. Il a accepté un règlement de plus de 8 millions de dollars sans reconnaître sa culpabilité, mais le mal était fait. L'homme à 7 milliards de dollars en couverture de magazine, le fondateur dont la presse ne se lassait pas, est devenu en quelques mois le visage de tout ce qui n'allait pas avec la bulle Internet. La plupart des hommes disparaissent après ça. Lui non, il garde l'entreprise et puis quelque chose d'encore plus étrange que de disparaître se produit. Il s'efface tout simplement. Pendant 20 ans, l'homme qui était le plus riche de Washington dirige une entreprise de logiciels discrète et sans éclat à laquelle presque personne ne prête attention. Pas de couverture de magazine, pas de gros titres, 2 décennies dans l'ombre, mais il n'est pas inactif. Il médite sur une leçon tirée de cet après-midi-là, une leçon qui explique tout ce qu'il fera par la suite. Il estime que l'argent n'est qu'une promesse,
que les espèces et actions ne sont que des engagements reposant sur la parole d'autrui. Et il vient d'observer en temps réel à quelle vitesse une promesse peut être rompue. Alors il commence à chercher l'opposé. Quelque chose qu'aucun gouvernement ne peut imprimer, qu'aucun dirigeant ne peut réviser après coup, qu'aucun cœur défaillant ne peut trahir. Pendant 20 ans, il ne le trouve pas. Et puis le monde commence à imprimer de l'argent comme jamais auparavant, son demi-milliard de trésorerie perdant de la valeur chaque jour, et Michael Saylor part enfin à la recherche de sa réponse. Ce qu'il découvre fera de lui un prophète, et cela lui donnera la chose parfaite sur laquelle fonder sa promesse fatale. Lorsque la pandémie frappe, les gouvernements réagissent en créant de l'argent, des milliers de milliards de dollars créés en quelques mois. Cela maintient l'économie à flot, mais cela signifie aussi que chaque dollar déjà déposé à la banque vaut soudainement un peu moins. La société de Saylor détient environ 500 millions de dollars en liquidité. Sûr, ennuyeux, responsable. Et il fait les calculs, ce qui le terrifie. Avec de l'argent imprimé à une telle vitesse, chaque dollar perd silencieusement de sa valeur. Et il n'y a rien de sûr à regarder cela se produire. Plus tard, il lui donne le nom qui restera. Détenir des liquidités en 2020, dit-il, c'était comme rester debout sur un glaçon en train de fondre. Il cherche alors quelque chose qui ne fondra pas. Il lit pendant des semaines, presque sans arrêt, et il passe chaque option au même test qu'il applique depuis le jour où son beeper a sonné en 2000. À qui appartient cette promesse? Qui peut la briser? Et il revient toujours à la même réponse. Une chose qu'il avait passé des années à rejeter comme une mode qui ne durerait jamais. Le Bitcoin. Pour Saylor, le Bitcoin est la première chose qu'il ait trouvée qui ne soit la promesse de personne. Aucun gouvernement ne l'imprime, aucun PDG ne peut le modifier. Il n'y aura jamais que 21 millions de pièces fixées à jamais dans le code. Personne ne peut changer cela. On ne peut pas en gonfler l'offre, il ne peut pas être dilué. Il n'a pas de mauvaises intentions. En août 2020, il mise l'entreprise dessus. MicroStrategy achète 250 millions de dollars de Bitcoin, devenant la première entreprise cotée à faire du Bitcoin sa principale réserve de trésorerie. Wall Street pense qu'il a perdu la tête. Une entreprise de logiciels dépassée qui mise sa trésorerie sur de l'argent virtuel. Il ne s'arrête pas, il en achète encore, puis il emprunte pour en acheter davantage. Ensuite, il vend des actions pour en acheter encore plus. Une entreprise de logiciels ennuyeuse devient quelque chose que le monde n'a jamais vu. Une entreprise cotée en bourse qui n'est en réalité qu'un immense tas de Bitcoin en constante croissance. Et l'action moribonde depuis 20 ans explose, passant d'environ 130 dollars à plus de 1200 en moins d'un an, soit presque 10 fois plus. Alors les investisseurs qui veulent du Bitcoin sans avoir à l'acheter eux-mêmes se ruent sur son entreprise à la place. Et cette fois, il n'est pas seulement un dirigeant, il devient un prophète. Il est partout, prêchant le Bitcoin avec l'intensité d'un homme qui a enfin trouvé ce qu'il a cherché pendant 20 ans. Il n'appelle pas ça un investissement. Il l'appelle l'espoir, l'énergie numérique. Il l'appelle la réponse. Et il fait une promesse, la même encore et encore, pendant 5 années consécutives. Il ne vendra jamais, ni lors d'un crack, ni lors d'une panique. Jamais. Vendez un rein si vous devez, dit-il, mais gardez le Bitcoin. Et c'est là toute l'étrangeté et tout le génie de l'histoire. Les gens le croient tellement qu'ils commencent à payer plus cher pour sa société que la valeur même du Bitcoin qu'elle détient. Ils n'achètent pas seulement du Bitcoin, ils achètent sa conviction, son refus d'abandonner. La promesse elle-même est devenue le produit. La chose la plus précieuse que possède Michael Saylor n'est plus dans le Bitcoin. C'est le mot « jamais ». Mais une promesse aussi précieuse doit être défendue. Et pour continuer à acheter, pour continuer à nourrir la chose, Michael Saylor commence à construire une machine sous tout cela. Une machine que la plupart de ses croyants ne regardent jamais de trop près. Une machine qui, un jour, exigera la seule chose qu'il avait juré de ne jamais faire. Pour tenir sa promesse, Michael Saylor doit continuer à acheter. Pour continuer à acheter, il construit une machine. Pour savoir comment jamais se brise, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. C'est plus simple que Wall Street ne le laisse penser. Tout part de son action, car les investisseurs perdent son action plus cher que ne vaut le Bitcoin qu'elle détient. Saylor peut alors faire quelque chose de puissant. Il vend de nouvelles actions, prend l'argent et achète plus de Bitcoin. La prime signifie que chaque vente laisse l'entreprise avec plus de Bitcoin par action qu'auparavant. Un carburant gratuit, mais il veut plus de carburant que ce que l'action seule peut offrir. Alors il construit une seconde couche. Il vend des actions de préférence, une sorte de reconnaissance de dette permanente. Les investisseurs lui remettent des milliards à l'avance
Et en échange, il leur promet de leur verser un dividende fixe chaque année pour toujours. À 26 ans, il a levé plus de 15 milliards de dollars de cette manière. 15 milliards qui ont servi à acheter plus de Bitcoin et 15 milliards qui s'accompagnent maintenant d'une facture. Environ 1,5 milliard de dollars de dividendes qu'il doit verser chaque année quoi qu'il arrive. En plus de cela, des milliards supplémentaires empruntés. La structure devient de plus en plus haute et tout repose sur une seule fondation. La prime, c'est le supplément que les gens paient pour l'action par rapport au Bitcoin détenu. Tant qu'elle est là, la machine fonctionne parfaitement. Il émet, il achète, la pile grossit, les croyants applaudissent et il n'a jamais à vendre une seule pièce pour payer qui que ce soit. Tout cela ne fonctionne qu'à une seule condition, que les gens continuent d'y croire. Et à la fin de 24, un homme se lève et parie qu'ils n'y croiront pas. Il s'appelle Jim Chanos, une légende, le vendeur à découvert qui a prédit l'effondrement d'Enron avant tout le monde. Il regarde la machine de Saylor et voit quelque chose de dangereux. Sa façon de le dire est directe. Vous payez 2,50 $, dit-il, pour $1 de Bitcoin, l'autre $1,50 $, c'est juste de la croyance. Alors il fait son pari. Il achète du Bitcoin directement et parie contre l'action de Saylor, misant que l'écart entre les deux, un écart fondé uniquement sur la croyance, va se refermer. Pendant un moment, ce n'est qu'un pari de contrarien, mais tout au long de l'année 25, la prime commence à diminuer, puis elle continue de diminuer. La chose qui maintient toute la machine en place s'érode silencieusement. Et puis le sol se dérobe sous tout cela. En octobre 25, le Bitcoin atteint un niveau record de plus de 126 000 $. Saylor a l'air d'un prophète justifié, puis tout bascule. Un choc tarifaire soudain plonge les marchés dans la panique. Puis l'argent commence à fuir, des milliards sont retirés des fonds Bitcoin semaine après semaine, la plus longue série de retraits jamais enregistrée. En 4 mois, le Bitcoin perd près de la moitié de sa valeur, glissant vers 60 000 $. Pour la machine de Saylor, c'est un désastre au ralenti. L'entreprise affiche des pertes vertigineuses, plus de 12 milliards de dollars en un seul trimestre, 3 trimestres consécutifs de pertes. La prime qui alimentait tout s'effondre, et soudain, émettre plus d'actions ne crée plus de carburant. Cela ne fait que diluer les croyants qui restent. Mais la facture ne s'arrête jamais. Ce $1,5 milliard de dividendes est toujours dû chaque année, pour toujours. La machine a toujours besoin d'être alimentée, et pour la première fois, la façon facile de la nourrir. Vendre des actions avec une prime n'est plus possible, ce qui laisse exactement une seule autre source de liquidité à l'intérieur de l'entreprise. La seule chose qu'il a juré pendant 5 ans de ne jamais toucher, le Bitcoin lui-même. Début mai 26, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, un analyste pose la question évidente. Comment allez-vous continuer à verser les dividendes si vous ne pouvez plus lever de l'argent facilement? Et Michael Saylor, l'homme du jamais, dit quelque chose qui, 5 ans plus tôt, aurait été une hérésie. Pendant 5 ans, c'était jamais. Maintenant, c'était probablement. C'est la première fissure, pas dans la réserve, mais dans la promesse, et le marché l'entend. Voici comment comprendre ce que Michael Saylor a construit. Imaginez un barrage. L'eau derrière, c'est tout ce qui repose sur sa promesse. Les investisseurs qui ont payé plus cher pour ces actions, les 15 milliards de dividendes dus, chaque personne qui a investi parce qu'elle croyait qu'il ne vendrait jamais. Et le barrage qui retient tout cela, c'est un seul mot, jamais. Le barrage ne tient pas grâce au béton, il tient parce que tous ceux en aval croient qu'il tiendra. Cette croyance est toute la structure, et pendant 5 ans, elle ne se fissure jamais. Puis, dans les derniers jours de mai 26, Michael Saylor fait la chose qu'il avait juré de ne jamais faire. Discrètement, sans aucune annonce, son entreprise vend du Bitcoin. 32 Bitcoins pour aider à couvrir la facture de dividendes qui ne cesse jamais de tomber. 32 Bitcoins sur plus de 800 000. C'est, selon toute mesure rationnelle, rien du tout. Un seul seau d'eau prélevé dans un océan. Le tas ne bouge presque pas. Mais le 1er juin, il doit le révéler. Et au moment où le marché lit ce seul mot « vendu », il se passe quelque chose qu'aucune feuille de calcul n'avait prévu. La fissure était microscopique, large de 32 pièces, mais tous ceux en aval la voient, et ce qu'ils comprennent d'un seul coup, ce n'est pas que l'eau fuit, c'est que le barrage peut se fissurer tout simplement. La promesse n'a jamais été absolue, et si elle n'a jamais été absolue, alors tout ce qui a été construit dessus, la prime, la croyance, toute la cathédrale, reposait sur quelque chose qui pouvait céder.
Il existe désormais de bons arguments prouvant que le marché s'est trompé. Vendre un peu de Bitcoin pour régler vos factures n'est pas une trahison. C'est le modèle de trésorerie qui fonctionne comme prévu. C'est la preuve que la machine est flexible, que Saylor dispose d'outils au-delà du simple fait de conserver et de prier. Selon tout critère financier objectif, les croyants n'avaient rien à craindre. L'entreprise allait bien, mais les marchés ne suivent pas ces critères. Ils agissant sur la croyance qui ignore la rationalité de la vente. Alors ils fuient. En 1 heure, 93 millions de dollars de paris sont effacés. Au cours des 2 semaines suivantes, plus de 4 milliards de dollars quittent les fonds Bitcoin, la plus grande sortie jamais enregistrée. Le Bitcoin tombe à son niveau le plus bas depuis des mois. La vente n'a pas causé tout cela à elle seule. Le Bitcoin était déjà en baisse, l'effet de levier était déjà poussé à l'extrême, mais une vente de 2,5 millions de dollars a été l'étincelle qui a mis tout le marché nerveux en ébullition. Une erreur d'arrondi qui a contribué à déplacer 100 000 fois son propre poids. Et Saylor, le jour où ça se fissure, il publie en ligne à propos de ses actions privilégiées, de ses instruments de crédit, de la machine. Pas un mot sur la vente, parce qu'il n'y a rien à dire. Les chiffres sont bons, l'entreprise n'est pas en faillite. 32 pièces n'ont presque rien changé au bilan, mais le bilan n'a jamais été le but. Pensez à d'où il est parti, un garçon freiné par un cœur en qui il ne pouvait pas avoir confiance. Un homme qui a perdu 6 milliards de dollars en une journée parce que les chiffres se sont révélés être une promesse, et les promesses se brisent. Il a passé 20 ans à chercher quelque chose qui ne pourrait jamais le trahir, et il l'a trouvé. Le Bitcoin est vraiment incorruptible. Le code ne se casse vraiment pas. Mais Saylor n'a pas vendu au monde un code incorruptible. Il leur a vendu sa propre conviction. Il s'est fait barrage. Et un homme, contrairement au Bitcoin, peut toujours changer d'avis. Il a construit un empire pour échapper à la fragilité des promesses humaines. Puis il a fait d'une promesse humaine la fondation de tout cela. La seule partie de la machine qui pouvait échouer comme un cœur échoue. Pour l'instant, cela tient toujours. Saylor possède plus de Bitcoin que presque n'importe qui d'autre. Et il affirme plus fort que jamais qu'il est un acheteur, pas un vendeur. Mais le mot circule maintenant. Pas jamais, probablement. Et tout le monde en aval a vu la fissure. Le Bitcoin a toujours été réel. La question est de savoir si une promesse, une fois qu'elle a été rompue, ne serait-ce qu'un tout petit peu, peut un jour retenir l'eau à nouveau. Michael Saylor a passé toute sa vie à chercher la seule chose qui ne le décevrait jamais. Il aurait dû le savoir, ce ne serait jamais une promesse.